Comment ils vont? Vous la sentez, la tension ambiante avant cette course à Mexico? Avec un Max Verstappen qui remonte comme jamais vers la tête du classement et des pilotes McLaren en PLS, à 5 courses de la fin? Les gars, le scénario qu'on est en train de vivre est incroyable et l'épisode des 3 prochains jours s'annonce épique. J'ai hâte de vous parler de tout ça dans cette preview. Let's go! Ce week-end, c'est le Grand Prix du Mexique, la F1 se rend sur un circuit très spécial, Max peut encore reprendre du terrain au championnat, McLaren va peut-être devoir choisir. Il y a une sacrée pression avant ce nouveau week-end de course. Allez, on en parle. Si ce qu'on fait sur la chaîne te plaît, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et surtout, kiffe cette vidéo. Tout ça est très important pour que la chaîne puisse continuer de grandir. Merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait. Le premier point chaud avant ce week-end, c'est le circuit de Mexico. Alors pas d'inquiétude, je n'ai pas changé la structure de la preview. On fait toujours le tour du circuit ensemble en fin de vidéo. D'ailleurs, bougez pas parce qu'il est impressionnant. Mais en fait, il y a un truc particulièrement incroyable avec ce tracé, c'est l'altitude à laquelle il se trouve. On parle de 2238 mètres. Alors vous vous dites que c'est peut-être pas important, que ça change pas grand-chose, mais détrompez-vous. Parce qu'au contraire, ça change absolument tout. D'abord parce que là où la pression de l'air diminue de 20%, et sa densité est réduite de 25%. C'est le cas pour les humains, mais aussi pour les machines. Évidemment. Et ça, c'est important. Parce que ce manque d'oxygène, il va avoir un impact sur les moteurs, sur les freins et sur les pneus. Donc surtout, en fait. Après, ne croyez pas que ça va faire aller les voitures plus lentement, on devrait même voir l'effet inverse. Et oui, parce que moins d'air égale moins de traînée aéro, donc on y verra sûrement des vitesses de pointe assez folles. J'espère que vous êtes prêts. Ce qui est aussi très compliqué pour les équipes, c'est qu'il y a un énorme challenge sur le refroidissement du moteur et des freins. Ce week-end, des oui, on devrait en voir sur les voitures. Mais laissez-moi revenir sur l'effet de l'altitude sur la traînée 2 minutes. Je vous ai dit que cet effet était réduit, il y aura donc plusieurs conséquences à ça. D'abord, les voitures qui ont un souci avec ce phénomène seront soulagées, et logiquement, le DRS devrait avoir un effet moins important sur ce circuit. On l'observe d'ailleurs chaque année. Autre élément important les gars, et je dirais même fondamental, s'il y a moins d'air, il y a aussi forcément moins d'appui, ce qui est évidemment hyper important pour une Formule 1. Du coup, vous devriez voir des réglages vraiment très bizarres sur les voitures. Par exemple, les ailerons seront chargés comme sur des circuits comme Monaco, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des ailerons arrière très braqués alors qu'il faut beaucoup de vitesse de pointe. Enfin, tout ça aura une incidence sur la variable pneumatique, comme toujours. Moins d'appui veut dire plus de difficultés, donc plus de glissade, du graining, donc des challenges bien sympas pour les pilotes. Perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une actu plutôt intéressante dont il faut qu'on parle les gars, c'est que Colton Herta va courir en F2 en 2026. Alors là vous allez me dire mais c'est qui ce gars et surtout pourquoi est-ce qu'il mérite un chapitre dans la preview? Colton Herta, 25 ans, c'est l'un des jeunes pilotes les plus reconnus aux États-Unis. Il est le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'IndyCar et il est l'une des références de cette catégorie que vous connaissez peut-être de loin. Donc c'est un pilote talentueux, américain. Et de l'autre côté, vous avez la F1, qui a été rachetée par Liberty Media, je vous le rappelle, une entreprise américaine, qui a donc, je ne vous apprends rien, vocation à se développer là-bas, aux US donc. En 2026, la F1 disposera de 2 écuries américaines avec Haas et Cadillac, mais elle n'aura toujours pas de pilote venant de ce pays. C'est un problème, et la solution, a priori, c'est Colton Herta. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Colton Herta ne commence pas directement en Formule 1? Eh bien la réponse, elle est simple, il n'a toujours pas sa super licence. En gros, pour accéder à la catégorie Rennes, il faut accumuler des points de super licence qui sont attribués en fonction des championnats dans lesquels les pilotes courent. Et les championnats américains ne permettent pas de récolter autant de points que les championnats de monoplace FIA européens. Pour vous donner des chiffres, il faut 40 points pour accéder à la F1. En F2, tu récoltes 40 points direct si tu es champion P2 ou P3, alors qu'en IndyCar, seul le champion prend les 40 points nécessaires. Vous comprenez maintenant pourquoi Herta s'engage en F2. C'est Cadillac qui l'y place dans un but que tout le monde a compris, prendre l'un des 2 baquets de l'écurie en 2027. L'an prochain, il roulera chez Hi-Tech, qui est l'une des écuries les plus compétitives en F2, ce qui lui permettra de prendre de l'expérience et de rouler sur les mêmes circuits que la F1. Et ce qui est ouf, c'est que Colton Herta, on en parle depuis des années. On l'avait nommé pour un volant chez AlphaTauri à l'époque, pareil depuis que Cadillac a annoncé sa venue, ça fait un bail qu'on mentionne son nom. Sur le papier, c'est un crack du pilotage puisqu'il est hyper jeune, vous avez capté. 25 ans aujourd'hui et il a gagné sa première course en IndyCar en 2019, ça passe quand même un message. Donc son profil est hyper intéressant puisqu'il nous permettra aussi de jauger à quel point c'est faisable de passer d'une catégorie à l'autre, même si évidemment il aura le tampon F2 entre temps. Voilà pour cette info, je vous tiens au courant. Le sujet majeur avant ce Grand Prix du Mexique, évidemment, c'est le retour de Max Verstappen. Parce que c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre de sa part depuis le retour de la pause estivale. 5 podiums de suite, 3 victoires, 119 points marqués sur 133 possibles, on est tout simplement proche de la perfection. Le pire, c'est qu'il fait ça quand le leader du championnat en a lui marqué 62. Max, il est revenu à 40 points de Piastri avec 5 grands prix restants. C'est assez incroyable. Ce qui est fou, c'est qu'il reste 3 circuits sur lesquels il peut se passer des choses improbables. L'altitude de Mexico peut influencer la perf, on l'a dit. La météo de Sao Paulo peut tout changer. Et les conditions de Vegas peuvent aussi influer. Sachant que Max, c'est le meilleur dans l'adaptation aujourd'hui et que sa voiture est au moins l'égale de la McLaren dans ces conditions qui mettent ses qualités en valeur, ça fait peur. Et entre nous, ce qui est fou,
c'est qu'on considère un retour de Max possible alors que cet écart est juste énorme. Pour votre info, le plus gros écart comblé pour un titre dans l'histoire, c'est 44 points à la mi-saison. C'était Sébastien Vettel en 2012. Bon, il y a Raikkonen qui en 2007 est à 17 points à 2 courses de la fin sur l'ancien barème, qui est encore plus fou, je l'avoue. C'est comme s'il avait été à 42 points à 2 GP de la fin et qu'il avait gagné à peu près. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce genre de remontada, c'est hyper rare. Alors s'il y a un mec sur qui il faut parier, c'est lui, mais il faut quand même se dire qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une course moins bien. Si sur un Grand Prix la McLaren est mieux, sauf dinguerie bien sûr, c'est cuit. C'est fou, mais presque dès le Mexique, on pourrait se dire que c'est mort en fait. Après, je sais pas vous, mais bizarrement, j'ai un peu la sensation qu'on va avoir un final de dingue à Abu Dhabi. Vous imaginez si on a une lutte à 3 sur la dernière course de la saison? Je signe des deux mains, les gars. Cette saison, elle est assez fade au niveau de ce qui se passe en piste. La bataille est plus comptable qu'autre chose, disons. Mais en vrai, pour bien finir, j'adorerais voir ça. On l'a pas vu depuis 2010 où pour le coup ils étaient 4, et ça serait vraiment beau pour cette dernière saison de réglementation. Et pour revenir à Max lui-même, le momentum, il est de son côté. D'ailleurs, tout a changé en termes de communication. Maintenant, il est dans l'opportunité. Et puis la vérité, c'est qu'il voit le truc s'ouvrir. 2 accrochages en 2 courses pour les McLaren, beaucoup de points perdus sur un simple sprint. Ne lui en dites pas plus, messieurs dames. Il reste 141 points à prendre. S'ils font 1 et 2 avec Piastri, lui devant, il ne serait toujours pas champion. Donc ça doit aussi venir de l'autre côté. Et le gros avantage de Max dans cette histoire, c'est que les 2 pilotes McLaren se prennent des points, avec une tendance qui va vraiment dans son sens. Là, juste avant le Mexique, il se frotte les mains. Il est historiquement excellent sur ce circuit. J'ai hâte de voir son départ, les gars. Il va encore mettre la pression comme jamais ce week-end pour revenir. Et je pense que ça peut encore être un week-end où il reprend des points au championnat. Bref, ça peut encore une fois être incroyable de sa part. McLaren a un gros problème qui correspond exactement à l'avantage que Max a sur eux dans cette histoire. Et oui, parce qu'à ce stade, au vu de la menace qui arrive derrière elle, elle devrait au moins avoir l'option de choisir quel pilote avantagé. Donc entre Oscar Piastri, qui est leader du championnat, et Lando Norris. Mais elle peut pas. C'est pas possible parce que 14 points seulement les séparent, et que le leader du championnat n'est que l'ombre de lui-même. Pourquoi est-ce qu'elle choisirait Oscar Piastri alors que le meilleur candidat c'est peut-être Lando Norris, quand bien même il serait derrière au niveau comptable? Quand on voit la dynamique des 4 dernières courses, les gars, c'est assez clair. C'est catastrophique pour Oscar Piastri. Et puis il n'y a pas que les points, les gars. Le plus inquiétant, c'est le rythme de course. Parce que quand Norris aurait pu légitimement se battre pour la victoire à Austin sans le problème Leclerc, il avait un rythme similaire à celui de Max alors qu'il était dans le dirtière de la Ferrari, et bien Piastri, lui, il était complètement perdu. Alors on sait qu'à Austin, il a quelques soucis depuis toujours, notamment sur les freins, mais quand on connaît sa dynamique et qu'on y ajoute la pression du châssis, ça rend les choses très compliquées. On reparle de son cas dans le chapitre sous pression, et pour McLaren, c'est un vrai casse-tête. Alors vous le savez, moi je suis pas pour toutes ces manigances. Pour moi, le constructeur étant gagné, on doit les laisser y aller, quitte à ce que ce soit perdu, tant qu'il n'y a pas une victoire d'écart entre les deux. C'est clivant et je l'assume, mais c'est ma vision de ce sport. Mais là, ils ne peuvent pas demander à Norris d'aider Piastri, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus rapide que lui. Les gars, à Austin, ils l'auraient aidé comment à Oscar? En perdant 3 positions pour qu'il marque 2 points de plus? Ça n'a aucun sens. Et puis en vrai, tant que Lando lui-même revient sur Oscar, tu peux pas lui demander ça. Norris, non seulement il joue le championnat, mais en plus, je l'ai déjà dit, pour moi, il n'a aucun intérêt à ce que son coéquipier soit champion du monde dans une optique long terme. Désolé. Donc le casse-tête, il est pour McLaren, les gars. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est fou, c'est qu'avec leur histoire de répercussions suite à Singapour, là, en donnant la priorité à Oscar sur les Q3, techniquement, ils ont déjà commencé à choisir. Si Lando va chercher le titre après ça, désolé, mais ce sera beau. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'on va avoir des fiascos à chaque fois. À tout moment, ce week-end, ils ont un week-end clean, ils sont devant, et on dit plus rien. Mais là, c'est vrai qu'entre les 3 dernières courses un peu cata, les pistolets qui font qu'ils peuvent perdre du temps à n'importe quel moment au stand, et Max qui met la pression, on est un peu obligé de se poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire, tout le monde peut faire mieux, même si j'avoue, sur les 2 derniers Grands Prix, je mets Norris un peu à part. Pour moi, à Singapour, il fait exactement ce qu'on attend d'un pilote qui joue le championnat, et à Austin, il est relativement irréprochable. Il peut toujours faire mieux, mais en vrai, il fait le boulot, surtout quand tu le compares à son coéquipier. Donc voilà, pour moi, McLaren a des nœuds à se faire au cerveau, et le Mexique pourrait être le théâtre de nouveaux rebondissements. Vous pensez qu'ils vont faire quoi, vous? Franco Colapinto est sous pression avant ce Grand Prix du Mexique. Et oui, puisqu'il s'est passé pas mal de petites choses à Austin et après pour lui qui vont sûrement avoir un impact sur son avenir. En fin de GP, Colapinto est plus rapide que Gasly, tout le monde le voit. Il veut le dépasser, normal c'est un pilote de course, et on lui demande de garder sa position. Je vous rappelle qu'on est bien loin des points et que Bortoleto arrive derrière. Franco, il double son coéquipier quand même, vous l'avez vu, ce qui n'a pas vraiment plu à Alpine qui a fait un communiqué public pour le condamner. Je vais pas vous mentir les gars, j'étais abasourdi quand j'ai vu ça. Pourquoi est-ce que tu donnes des consignes comme ça à un pilote qui non seulement est le plus rapide, Gasly a fini P19 derrière Bortoleto pour le coup, et surtout qui ne joue même pas les points. Désolé les gars, mais c'est un peu ridicule. Il fait une saison pas ouf dans une voiture qui n'est pas non plus incroyable, il a plus de vitesse sur ce Grand Prix, et tu lui demandes de rester derrière par principe, alors qu'il ne joue même pas les points. Ça en est presque rigolo. Alors évidemment, il a été recadré tout ça, on l'a bien compris au vu des déclats depuis, mais bon perso, je trouve ça un peu pathétique. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera sous pression. Pour un mec qui joue sa place l'an prochain, même s'il se dit que Briatore voudrait le reconduire, bah c'est compliqué quoi. On sait que t'as plus de vitesse, on te laisse pas dépasser, alors que ton coéquipier lui-même était en difficulté. On comprend pas bien. Il sera donc sous pression avant ce Grand Prix du Mexique, et évidemment, il va falloir l'observer parce qu'on sait pas vraiment comment il pourra agir.
J'en ai parlé en début de vidéo, Oscar Piastri est sous pression avant ce Grand Prix. Vu la conjoncture pour lui, je suis obligé de vous en parler ici. Parce qu'il est leader du championnat et qu'il n'est nulle part depuis Zandvoort. Il n'a plus de rythme. Aux États-Unis, il était en moyenne 4 dixièmes plus lent que Lando Norris en course, et il est en train de s'effondrer tout simplement. Je le répète les gars, il y a un vrai problème avec sa vitesse le dimanche. Et McLaren ne comprend pas. Encore une fois, P6 sur la grille, P5 à l'arrivée, avec un meilleur tour, 1 seconde plus lent que celui de son coéquipier. Il y a un souci. Alors évidemment, il est parti dans le pack, donc son rythme a pu être un peu affecté. On ne voit probablement pas son plein potentiel pour des raisons, mais quand tu sais que la voiture a la possibilité de faire 2 sur la grille et 2 en course au minimum, tu peux te poser la question de pourquoi ce mec-là, qui était un robot en début de saison, n'arrive plus à exploiter cette monoplace. Andreas Sella a expliqué que ça venait du manque de roulage dû au sprint et de difficulté à trouver la bonne hauteur de caisse qui l'aurait mis dans le dur. À Austin, c'est aussi un des circuits les plus compliqués pour ça. Mais c'est vrai qu'entre nous, c'est une énigme. Et sur un circuit comme celui de Mexico qui est spécial, on l'a dit, et où il y a des pièges, surtout au premier virage lors du départ, eh ben t'as intérêt à être affûté et en confiance. C'est pas son cas en ce moment. Il a pas l'air de trop supporter la pression, donc je m'inquiète. Donc voilà, je sais que j'en ai pas mal parlé, mais bon, c'est lui qui a le plus à perdre ce week-end encore une fois, et il va être fascinant de voir comment il s'en sort dans cette voiture. Pour rappel, l'an dernier, il est P8 à l'arrivée quand Norris est 2. On a bien vu qu'il fallait pas se baser sur les résultats de 2024, mais bon, je pose quand même ça là, hein, on verra bien. Gardez l'œil sur lui. Jean-Michel Prédiction, malheureusement, était encore une fois à côté de la plaque la semaine dernière. Victoire d'Oscar Piastri, je sais pas quelle mouche m'a piqué, j'en suis désolé. Je retente ma chance ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, je vais aller avec la tendance. Le vainqueur va continuer à reprendre des points à ses rivaux au championnat. Pour ça, il va encore renverser la table avec style. Et je vois pas comment ça peut en être autrement, en fait. Messieurs, dames, au Mexique, c'est évidemment Max Verstappen qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Tu vas voir qu'il va DNF le seul jour où j'école ça cette saison. Bon, les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, Max est plébiscité évidemment devant les McLaren. Et c'est Charles et Russell qui suivent, même si c'est très loin. Pour le podium, en dehors des 3 Lascar évidemment, les bookmakers mettent en avant George et les Ferrari. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Avant Austin, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Julien qui a été bon. Une collision entre les deux McLaren. Très chaud, tu m'aurais dit sur le sprint, je t'aurais filé une médaille. Celle-là là. Il y a Florian qui a été chaud aussi. Prono, Max confirme sa remontada en gagnant le sprint et le GP, ne soyez pas surpris. Au plaisir. Bien joué monsieur. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction? Ce jour-là, Max Verstappen a montré son pire visage. Mexico 2024. On est au Grand Prix du Mexique. Un contexte de championnat tendu où Norris se rapproche grâce à une McLaren largement supérieure à la Red Bull. On commence à imaginer qu'un retour de l'anglais est possible. Au début du Grand Prix, Max est devant Lando, Norris est à l'attaque, et une ligne va être franchie par Verstappen. Dès sa première tentative de dépassement, Lando est poussé à l'extérieur et doit sortir de la piste. Il reste devant à la sortie du virage sans rendre la position, et c'est dans les virages suivants que les choses vont s'envenimer. Alors qu'il est derrière Lando, Max l'embarque avec lui à l'extérieur dans une manœuvre désespérée et dangereuse. C'est un move lunaire qui aboutit à un dépassement qui ne va pas tenir longtemps. Les commissaires examinent et ils voient ce que beaucoup voyaient. Max a été beaucoup trop loin. Ça sera une double sanction, 2 fois 10 secondes pour ses gestes sur Norris. Il termine loin de son adversaire, et on recommence à parler de Max comme d'un pilote dangereux. Et bien sûr, les médias renchérissent. Parce que la semaine d'avant encore, il avait réussi à s'en tirer en mettant sa voiture devant à la corde et en forçant son adversaire à dépasser en dehors de la piste. Pas cette fois. Alors en fin de saison, Max sera sacré champion du monde, mais personne n'oubliera ce Grand Prix, parce qu'il nous a rappelé qu'avec lui, le génie n'est jamais loin du chaos. Parlons un peu du circuit du Mexique. Là, on est sur un tracé assez mythique. Construit en 59, il a accueilli la F1 pour la première fois en 62 sur une course non officielle. Oui, avant il y avait ça. Et le premier Grand Prix à proprement parler a eu lieu l'année suivante. Attention, le circuit est presque à 2 km au-dessus de la mer, ce qui le rend unique, et présente de grosses pleines charges ponctuées de gros freinages. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans l'immense ligne droite descente de ce circuit de Mexico, clairement l'une des plus longues de l'année. Ici, les pilotes pourront ouvrir leur DRS, bien entendu. Au premier virage, ça va freiner fort, mais il faudra garder de la vitesse quand même et remettre un peu de gaz avant de prendre le 2 et le 3. Et en sortie, c'est à fond sur le vibreur vers cette ligne droite où les pilotes auront à nouveau le DRS. Au numéro 4, c'est un gros freinage où on tombe en 2. Là, on va être vraiment sur un virage à basse vitesse, donc faudra de la motricité.
Ensuite, on repart légèrement sur l'accélérateur avant de remonter sur les freins dès le 6. Là, c'est à fond le plus tôt possible. Au 7, on tombe de vitesse avant de repartir pleine balle jusqu'au 10 où on fera pareil. Là, on va avoir une petite pleine charge jusqu'au 12 où il faudra bien garder la corde. On entre maintenant dans le mythique stade avec 2 virages lents. Il faudra faire très attention au dernier virage qui est particulièrement compliqué. Ici, la traction sera primordiale. On remonte donc sur les gaz, on passe la ligne et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau et assez chaud. Samedi, c'est pareil avec quelques nuages. Et dimanche, il fera beau et chaud aussi. Le programme du Grand Prix du Mexique. Vendredi à 20h30, on aura les FP1 et à minuit les FP2. Samedi à 19h30, ce sera les FP3 et à 23h les qualifs. Et dimanche à 21h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai sur le plateau de pole position. Et dimanche, je serai de retour en live sur Twitch pour regarder la course avec vous. Comme d'habitude, je vous propose l'une de mes vidéos que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande ce contenu dans lequel je vous raconte l'accident qui a mis fin à la carrière de Didier Pironi. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!